et à tous, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres de l'association et notamment Dragos et Benjamin qui, comme vous voyez, travaillent d'arrache-pied pour avoir mis en place cette préconférence, une préconférence exceptionnelle à plus d'un titre, puisque ça fait 2 ans qu'on la prépare, étant donné qu'elle a dû être reportée l'année dernière en raison du contexte que nous connaissons tous, et exceptionnel également sur la thématique, une thématique de l'indépendance qui est une thématique d'actualité, et pour en parler, on a trouvé que la crème de la crème, on va dire très clairement, et qui sont présents, et je les remercie. Je vais laisser la parole, je remercie le professeur Paul Frappé, le président du Collège de médecine générale, qui est présent, et donc je vais laisser la parole dans quelques instants. Et puis une masterclass ce matin avec le docteur Hélène Frachon et le docteur Paul Schaeffer qui vont nous parler de l'indépendance au sens large, une indépendance d'actualité et une indépendance sur tous les versants, que ce soit au quotidien, que ce soit autour de l'enseignement ou de la recherche. Cette masterclass qui est en délocalisé, c'est aussi un moment important pour notre association, puisque cela marque la fin d'un cycle et tout à l'heure le début d'un autre, avec l'Assemblée générale qui suivra. Pour les nombreux participants et participants qui sont là avec nous, n'hésitez pas à venir profiter de cette journée pour découvrir encore plus notre association et se rapprocher de nous si vous voulez en savoir plus, puisque l'Assemblée générale aura lieu tout à l'heure avec l'élection d'un nouveau CA, d'un nouveau bureau, et on est comme d'habitude toujours ouvert à de nouveaux bras pour la faire tourner. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la place au professeur Paul Frappé, président du Collège de la médecine générale. À toi, Paul. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous, cette invitation. Bonjour à tous, et donc, chers GPistes, chers amis, c'est un vrai plaisir que de voir le dynamisme de votre association qui parvient à réaliser une préconférence, là où finalement toute l'artillerie du CM n'a pas réussi à mettre en place cette année sur 2021 du Congrès. Alors chapeau à tous. Vous avez choisi un programme qui est ambitieux autour de l'indépendance en santé. Je crois qu'on pourrait le sa crédibilité. Et il est ambitieux car la question de l'indépendance en santé, elle est extrêmement large. Elle nous interpelle bien au-delà de nos relations avec l'industrie pharmaceutique. Elle interpelle l'ensemble de nos champs de prescription, y compris les thérapies non médicamenteuses, comme elle touche aussi plus largement à l'ensemble de nos engagements, que ce soit dans la formation, dans l'enseignement, la recherche, dans l'associatif, dans le syndicalisme. Pour exemple, ce n'est pas anodin si on voit aujourd'hui un certain nombre de visiteurs médicaux qui se reclassent dans des organismes de DPC, de développement professionnel continu, pour venir démarcher les médecins. Alors, comme beaucoup d'enjeux en santé, je crois que on peut dire que l'indépendance en santé repose sur 2 pieds, un pied collectif et un pied individuel. Pour la démarche collective, c'est comme pour la lutte contre les discriminations, il faut mettre en place un cadre qui interdise les dérapages, un système qui affiche qu'il n'accepte pas, un système qui éteint dans l'œuf toute dérive individuelle. Et là-dessus, je veux vous dire que le Collège de la médecine générale s'y attelle, essaie de faire de son mieux à son niveau. Nous avons mis en place le portail archimède.fr qui propose à tout étudiant et à tout médecin de réaliser sa déclaration publique d'intérêt. Et je vous remercie de l'avoir promu, et bien entendu, vous y trouverez ma propre déclaration. Nous avons aussi fait évoluer nos statuts, les statuts du collège, qui stipulent maintenant qu'aucun lien financier ne peut être établi avec une structure qui commercialise des produits ou des prestations qui peuvent donner lieu à prescription par un médecin généraliste français. Et enfin, et c'est tout frais, nous avons fait aussi évoluer le contrat de notre congrès CMGF, qui lui aussi
ne pourra tirer recette de la part de ces structures. Sur le plan individuel, c'est une question très intime, je crois, qui touche à toutes nos attaches, que l'on n'a pas toujours envie de mettre en lumière, de rendre publiques. Et l'enjeu ici est sans doute de promouvoir la prise de conscience, la lucidité qui permettra à chacun de poser des choix éclairés. Et pour y parvenir, si on ne veut pas verser dans des jugements forcément réducteurs ou des attaques lapidaires, ça nécessite une certaine dose de respect et de bienveillance, et ça nécessite même, je crois, une certaine dose d'empathie pour reconnaître la sincérité qui peut se cacher derrière des comportements qu'on pourrait juger comme naïfs au premier abord. Alors, qui de mieux que faire JP et sa préconférence pour aligner toutes ces planètes et permettre d'avancer sur le plan collectif et individuel. Pour tout cela, je voudrais vous dire bravo et merci, merci et bravo pour toute l'énergie que vous déployez, pour cette émulation, pour cette bienveillance et pour cet esprit collectif que vous insufflez dans notre discipline. Belle journée à tous. Merci Paul, merci à tous. Et en effet, l'ensemble des déclarations d'intérêt des participants, des orateurs lors de cette journée sont sur Archimède, ce qui, voilà, pour toute transparence sur les liens dans chacun d'entre nous, s'ils existent bien entendu. On va passer au cœur de cette matinée avec la masterclass. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à rentrer. Avec donc cette masterclass dédiée à l'indépendance et nos deux grands témoins, le docteur Yann Frachon et le docteur Paul Schaeffer. Alors, je sais, il y a Yann Frachon qui a coupé son micro et caméra, donc je ne sais. Ah non, elle est là. Pardon. J'ai coupé le micro. Excusez-moi. Il faut remettre votre micro, Yann. J'ai enlevé le micro tout à l'heure parce que ça parasitait. Ah, c'est bon, c'est parfait. C'est bon, c'est clair. Attendez, je vais juste chercher, ou alors vous me direz combien de temps j'ai et à quel moment je dois m'arrêter. Attends, je vais chercher une montre. Pendant qu'on résout, pendant qu'on résout un petit problème très pragmatique. Donc, cette masterclass va être en 3 parties. 2 grands témoins, le docteur Yann Frachon, donc pneumologue au CHU de Brest et lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator, affaire dont vous avez sûrement entendu parler ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers jours. Et puis, il y aura le docteur Paul Schaeffer, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui a fait une thèse de sciences qui s'intitule Quelle formation à l'indépendance est-elle possible pour les étudiants en médecine par rapport à l'influence de l'industrie pharmaceutique, et qui est le président du FormIndep, qui est une association qui milite pour une formation et une information indépendante. Il y aura une petite pause café, toilette, tout ça, comme dans la vraie vie. Et puis ensuite, on aura une deuxième partie pédagogie avec le docteur Marc Romero, qui est installé à Samadé dans les Landes, et le docteur Adrien Barou, qui est lui plutôt côté sud-est, à Nice, chef de clinique au département d'enseignement de recherche de médecine générale de l'université de Nice Côte d'Azur. Et puis on finira avec de la recherche, le docteur Martin Molina, qui nous parlera de son travail sur notamment l'exposition et l'étude des étudiants en médecine face à la promotion pharmaceutique. Yann Frachon a trouvé une montre. Du coup, nous allons pouvoir... Mais non, parce que, en fait, comme je suis sur mon iPhone, je ne vois plus l'heure sur l'iPhone. Ah, Je reviens à des méthodes tout à fait préhistoriques qui sont d'avoir une montre. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui disent qu'il faudrait que vous profitez d'avoir cette magnifique baie vitrée pour utiliser l'heure solaire. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très exact pour, pour être trader.
Normalement, c'est 10 heures. Est-ce que Benjamin ou Dragos met du temps, peut me confirmer le timing? Oui, nous avons une première partie, donc une bonne demi-heure avec Irène Frachon, suivi avec un débat avec Paul Schaeffer, et puis suivi de la présentation de Paul Schaeffer. Le tout durera environ, on va dire, 1h30. La pause sera à 10h45, si je ne dis pas de bêtises, mais reprenez-moi. Je n'ai plus le C'est programme ça, sous les yeux. c'est exact. C'est 10h45 la pause. Et Frachon, on vous laisse la Bonjour. parole. Ok, super. Bonjour. Écoutez, merci aux organisateurs. Je suis nulle en communication de ce genre-là et c'est génial quand les gens me prennent par la main et me permettent d'arriver jusqu'à vous. Donc là, je suis en Bretagne, à Brest, et même au-delà de Brest, à pratiquement un des endroits les plus à l'ouest de la France. Voilà. Et c'est assez magique de me retrouver avec vous malgré cette pandémie. Alors, moi, je suis, comme vous le savez, témoin par rapport à l'affaire du Mediator et je repars inlassablement de cette catastrophe pour voir un peu en quoi c'est un cas d'école et ce que ça éclaire de la nécessité d'une indépendance par rapport à certains intérêts et ceux qui sont quand même, il faut le reconnaître, les plus puissants, qui sont les intérêts des industriels de santé en général. Je voudrais résumer, alors d'abord, en ce qui concerne mes liens d'intérêt actuels ou mes conflits d'intérêts, je crois bien que je n'en ai plus du tout. Je suis praticien hospitalier au CHRU de Brest et assez rapidement après l'éclatement de l'affaire du Mediator, alors que j'avais de nombreux liens d'intérêt, notamment avec l'industrie, parce que finalement, pour les spécialistes, au sein des hôpitaux, notamment universitaires, le lien d'intérêt avec les industriels, qui sont toujours des conflits d'intérêts potentiels, sont la norme. Et en tant que bonne petite élève depuis mon jeune âge, de la formation médicale telle qu'elle est faite en France, j'étais perclue de conflits d'intérêts. Et puis, avec quand même des interrogations, hein, pas complètement sans recul, mais il y avait, et ça c'est quelque chose qui est compliqué, c'était très compliqué d'y échapper si on voulait participer à des réunions professionnelles entre pairs, des groupes de travail et des réseaux professionnels. Et après l'éclatement de l'affaire du Mediator, j'ai même cru, là je devenais franchement très très naïve, que je pouvais conserver au moins des liens d'intérêt avec l'industrie qui me permettaient de continuer à participer aux travaux et aux réflexions et aux rencontres de ces réseaux professionnels. Et il s'est avéré très rapidement que c'était totalement impossible, car cela me mettait dans une situation à 180 degrés entre un discours public qui était bien sûr profondément marqué par l'affaire du Mediator et ses conséquences, et une activité professionnelle qui devenait en contradiction profonde avec les dérives et leurs conséquences que je pensais devoir absolument témoigner. Donc, je n'ai plus aucun lien d'intérêt avec l'industrie d'aucune façon. Je vais revenir très rapidement sur l'affaire du Mediator. Vous la connaissez tous sans doute, mais c'est toujours bon, je pense, de rappeler quelques faits parce que c'est tellement hallucinant que je pense qu'on oublie parfois la gravité extrême. Et ensuite, eh ben, comme vous le savez, le délibéré du procès pénal a été rendu il y a quelques jours. Donc, j'ai sous les yeux les éléments, le document de travail rendu par les juges. Et c'est, je pense, très important de le restituer aujourd'hui. Alors, l'affaire du Mediator, c'est
en fait, elle s'inscrit dans la longue histoire des amphétamines. Les amphétamines qui ont été synthétisées au début du XXe siècle et qui ont vu leur usage exploser pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'abord par les troupes allemandes, et notamment la Luftwaffe, qui permettait aux pilotes allemands de tenir, d'être plus agressifs, de ne plus dormir et de ne plus manger. C'est très pratique d'avoir des soldats qui ne dorment pas, qui sont très agressifs et qui n'ont même plus besoin de manger. Et puis, ça a été aussi ensuite très largement aussi utilisé par les Alliés, et notamment les Américains. Et au décours de cette guerre, les amphétamines sont restés extrêmement présents pour tout un tas de raisons. Le fait que ça rende intelligent, donc ça c'était très apprécié, mais aussi le fait que ça permette de rester mince. Et ça a été c'est devenu très rapidement dans les sacs à main des jeunes femmes, notamment américaines, il y avait des blondes à fumer et des amphétamines pour garder la ligne. Et à partir des années 60, on s'est quand même rendu compte que ça avait beaucoup d'inconvénients aussi, psychiatriques, de la dépendance, des conséquences psychiatriques parfois gravissimes, et que ces ennuis, des ennuis cardiovasculaires aussi, et qui étaient très largement supérieurs aux intérêts thérapeutiques, puisque l'effet, notamment anorexigène, s'estompe assez vite, à moins d'augmenter des doses, et puis finalement n'est pas intéressant pour traiter les problèmes de surpoids à long terme. Ce qui fait qu'à partir de 70, les amphétamines sont devenues des drogues officiellement illicites, hormis leur usage, d'abord qui est resté assez longtemps quand même toléré pour l'amaigrissement, jusqu'en 99, et puis aussi et jusqu'à aujourd'hui pour traiter certaines pathologies particulières, troubles de l'attention et autres, comme vous le savez. Les industriels ont surfé sur l'effet coupe-faim en essayant, comme des Legos, d'inventer des molécules qui n'aient pas tous ces inconvénients psychostimulants majeurs et garder l'effet coupe-faim. Il y a eu une première molécule qui a été commercialisée par Ciba-Geigy en Suisse notamment, et l'aminorex, qui a abouti à un premier drame sanitaire avec la survenance d'une maladie rare, l'hypertension pulmonaire. Et puis, les laboratoires Servier, de leur côté, ont développé également toute une famille dérivée de l'amphétamine qui ont donné sur le marché, donc qui ont été mis sur le marché à partir de 1963, le Pondéral, puis en 85, l'Isoméride, et enfin le Mediator à partir de 1976. Pondéral Isoméride était présenté comme des coupes-fins, et Mediator, pourtant issu de la même recherche, était présenté comme un antidiabétique sans aucun lien prétendu, ni avec les amphétamines, ni avec les fenfluramines, donc ces dérivés pondéral isoméride, et ni avec aucun effet anorexigène. En 1997, le pondéral et l'isoméride ont été retirés, après d'ailleurs un long combat contre le laboratoire Servier et beaucoup de difficultés, de pusillanimité de la part des autorités de santé, ont été retirés car ils provoquaient à la fois des hypertensions pulmonaires très graves, mortelles en quelques années, et des valvulopathies découvertes par les Américains, gravissimes également. Et en 97, c'était normalement la fin de la catastrophe des fenfluramines. 10 ans plus tard, donc, je découvre que des patients souffrent d'hypertension pulmonaire et sont exposés au Mediator, qui est présenté comme un antidiabétique, mais qui semble avoir quelques liens avec l'isoméride et le pondéral. Je fais donc des recherches à la fois scientifiques, mais aussi policière, pratiquement, une enquête médico-policière, puisque je m'aperçois que le laboratoire Servier continue à prétendre que le Mediator n'a rien à voir avec l'isoméride. Et en cherchant des éléments, notamment issus de la revue Prescrire, c'est la revue Prescrire qui a joué un rôle déterminant, puisque la réponse de Servier en 2008 était que le Mediator n'avait rien à voir avec l'isoméride et le pondéral. Alors,
petite pause, le courrier que je reçois en 2008 est signé par le directeur de la section Information Servier et qui est par ailleurs trésorier de la SFPT, Société Savante, Société française de pharmacologie et de thérapeutique, c'est-à-dire celle qui héberge tous les pharmacologues français, notamment ceux qui travaillent dans les agences sanitaires. Donc, la réponse de cette information servie officielle était que Isoméride, Mediator n'avaient strictement rien à voir. Donc, je me suis tournée vers la revue Prescrire, que je pensais être une revue sérieuse et qui disait l'inverse, et qui m'a adressé effectivement des documents scannés des années 1970, donc qui n'étaient à l'époque pas accessibles d'aucune façon sur le net ou ailleurs, et qui étaient des travaux des chercheurs de Servier qui étaient exposés lors de colloques consacrés aux amphétamines et qui décrivaient un dérivé de l'isoméride qui n'était autre que le Mediator. Il y avait une formule chimique et Prescrire, qui était allé regarder dans l'index, il y a un index qui permet de retrouver toutes les molécules, me disent qu'il s'agit bien de la molécule du benfluorex. Et puis, un petit peu plus tard, j'ai obtenu par l'agence, le CRPV de Brest, quelques documents complémentaires qui m'ont permis d'aller un peu plus loin dans la compréhension et surtout le fait de déjouer cette tromperie. C'est-à-dire que le Mediator, comme l'isoméride, une fois absorbé dans l'organisme, larguait dans l'organisme un métabolite amphétaminique qui s'appelle la norphenfluramine. Et ce métabolite, norphenfluramine, portait l'action anorexigène de ces deux produits, exactement à l'identique, mais également les actions toxiques exactement à l'identique sur les valves cardiaques et sur les vaisseaux pulmonaires. Et ce qui m'a à ce moment-là absolument effarée, c'est de comprendre, nous étions en 2008, que depuis plus de 10 ans, les chercheurs américains avaient formellement identifié cette norphenfluramine comme étant un poison mortel pour le cœur, et au point même de signer des éditoriaux dans les plus grands journaux, Circulation, New England Journal of Medicine, pour dire que toute substance susceptible de se dégrader en norphenfluramine devait être formellement écartée de toute étude clinique et a fortiori de toute prescription. Entre parenthèses, appartiennent à cette même catégorie la méthamphétamine et tous ces dérivés qui continuent aujourd'hui, comme vous le savez, mais là, dans le domaine officiel du trafic de drogue et non pas dans le domaine officieux du trafic de drogue, des ravages, y compris des valvulopathies. Alors, il a fallu, une fois qu'on a identifié un poison, eh bien, si on a la possibilité d'aller chercher dans les bases de l'hôpital, et j'étais idéalement placée pour cela, dans un petit hôpital, je connaissais bien les services informatiques qui ont les codages, et en allant examiner les bases de données du CHU de Brest, c'est un peu comme les cold cases, j'ai pu effectivement retrouver et faire émerger, si je puis dire, les cadavres planqués dans les placards, c'est-à-dire des dizaines de patients qui avaient souffert, étaient invalides ou étaient décédés de conséquences notamment de valvulopathies gravissimes que personne n'avait comprises ou alors confondues avec des séquelles du rhumatisme articulaire aigu. Alors que, bien sûr, le rhumatisme articulaire aigu, vous savez tous que ça a disparu très rapidement après-guerre. Donc, à partir du moment où cette enquête a abouti donc à une double conclusion, premièrement, le Mediator est bien une amphétamine analogue à l'isoméride, et deuxièmement, c'est massivement consommé en France, et donc il est possible que depuis 30 ans se déroule à l'insu de beaucoup un drame sanitaire hors norme. Nous avons régulièrement déclaré les cas que nous trouvions au fil de l'eau à l'Agence du médicament. Et en l'absence de réaction de cette agence, nous sommes montés au créneau et puis nous avons mis en place une étude épidémiologique cas témoins qui a permis de démontrer que le surrisque était absolument majeur et que une grande partie, 70% des valvulopathies inexpliquées, étaient en réalité chez des patients qui avaient été exposés à ces produits auparavant.
La suite de l'histoire, c'est que le produit est enfin retiré du marché fin 2009, non sans une très grosse résistance de l'agence qui, alliée à des conseils de Servier, s'est comportée de manière très, très agressive vis-à-vis de nos alertes, de nos études et de notre communication. Et puis, ce retrait se faisait en catimini, ce qui m'a été absolument insupportable puisque je m'occupais déjà de pas mal de victimes brestoises identifiées et puis que je me suis occupée toute ma vie et encore aujourd'hui de victimes de l'isoméride. Enfin, les très rares qui ont survécu aujourd'hui. Et donc, je pensais avoir affaire cette fois-ci effectivement à une délinquance gravissime, impunie, toute puissante et qui pensait que cette impunité allait durer éternellement. Donc, vous savez que les médecins, c'est compliqué de donner l'alerte. On ne peut pas saisir un procureur et l'article 40 car nous sommes soumis au secret médical. Et donc, finalement, ça a été le choix d'une publication qui a été un livre, aussitôt censuré par la firme, aussitôt attaqué également par l'Agence du médicament, censuré par la justice. Et finalement, c'est l'association de différents acteurs qui se sont tour à tour indignés et qui ont pris des risques, notamment au sein de la Caisse d'assurance maladie, qui ont permis que le scandale éclate fin 2010 et que débutent beaucoup de remises en cause. Alors, il y a eu le rapport fondamental de l'IGAS, qui à ce jour reste, à mon sens, le point majeur et le document de référence. Et même au-delà je pense, du délibéré qui a été rendu ces jours-ci, c'est probablement le document le plus éclairant sur l'incroyable histoire de cette molécule et qui est un révélateur impressionnant d'un constat finalement tout simple, je vais y revenir assez rapidement, que le patron de l'Agence du médicament, en réalité, était le laboratoire Servier et accessoirement d'ailleurs d'autres industriels, surtout s'il y a des emplois dits français, les fleurons de l'industrie française, qui étaient les vrais patrons de l'Agence du médicament. Qu'au sein de cette agence, travaillaient et conseillaient des experts dans les commissions de pharmacovigilance. J'ai parlé tout à l'heure du fait que le trésorier des pharmacologues français n'était autre qu'un cadre de Servier et qu'au sein de la commission également d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, la toute-puissance commission d'AMM, figuraient et siégeaient de très très nombreux professeurs de médecine et professeurs de pharmacie extrêmement liés avec Servier, pour certains même carrément des salariés réguliers à haut salaire du laboratoire Servier. Alors, cette affaire-là, bien sûr, vous vous en souvenez, a été un coup de tonnerre, puisque la majorité des médecins qui travaillaient au sein de ces agences, mais qui travaillaient au sein des sociétés savantes, de cardio, de diabéto, un petit peu de partout, même de pneumo d'ailleurs, qui travaillaient dans les hôpitaux, considéraient que travailler par exemple avec une firme en plus française comme Servier était un devoir presque national, était intéressant pour les patients, était d'ailleurs intéressant pour eux aussi quand même. Quand on découvre certains montants, la bonne foi est quand même largement servie aussi par des intérêts personnels et privés. Et que c'était une norme, que tout le monde le savait et que leur esprit critique, bien évidemment, et leur très haut niveau scientifique leur permettait de trier le bon grain de livret et qu'on pouvait leur faire totalement confiance. Et cela a été illustré au plus haut niveau de cette agence en la personne du pharmacologue qui a été le grand maître du médicament en France pendant des dizaines d'années, qui est le professeur Jean-Michel Alexandre, et qui avait cette vision. Alors, ça aboutit, comme vous le savez, à tout un tas de réflexions, missions d'information, Assemblée nationale, au Sénat, assise du médicament, qui était très vite d'ailleurs noyautée par les industriels, absolument tétanisés par cette affaire-là et ses conséquences potentielles. Et finalement, une loi
de réforme du médicament, dite la loi Bertrand, en décembre 2011, qui, si elle est loin d'avoir tout résolu, a au moins permis de lever le voile sur ces conflits d'intérêts qui étaient jusqu'alors non la norme, mais en même temps absolument obscure. Donc la transparence, le fait de pouvoir, si je puis dire, prendre la température du malade est devenu une obligation légale. Et le fait aussi que l'on redonne à l'Agence du médicament des prérogatives de gendarme qui ne soient pas donc soumis et captés par les industriels, pas seulement une agence d'enregistrement des demandes des industriels, et puis également renforcer le devoir d'indépendance des experts avec une gestion rigoureuse d'éventuels conflits d'intérêts persistants pour ces experts. Et ceci, je pense, est aujourd'hui beaucoup mieux établi au sein des agences, même si ça pose bien sûr le problème du recrutement des experts, puisque, on pourra y revenir, personne n'ignore que, encore aujourd'hui, le conflit d'intérêts reste la norme dans la majorité des établissements hospitaliers et hospitalo-universitaires, pour en tout cas ce que j'en connais. Alors, l'Agence du médicament a été d'ailleurs, l'affaire du Mediator a été un crash parce que ce discours qui se dit éthique, nous avons des liens d'intérêt avec les industriels, c'est indispensable pour l'innovation thérapeutique, mais nous avons l'esprit critique et la capacité éthique de distinguer ce qui est utile et ce qui serait éventuellement dangereux, a été littéralement balayé par l'affaire du Mediator, puisque depuis l'éclatement de cette affaire, depuis 10 ans, plus de 200 millions d'euros ont été largement arrosés, sans contrepartie, sur le monde médical dans son ensemble. Sociétés savantes, mécénat tous azimuts, institutions scientifiques prestigieuses, ce qui veut dire que même lorsque des faits aussi gravissimes que des faits de... Alors c'était d'abord des mises en examen pour tromperie, blessures, homicide involontaire concernant des milliers de patients et victimes françaises, cela n'infléchit en rien ou presque rien les liens d'intérêt et les conflits d'intérêts majeurs qui perdurent au sein du monde médical. Et ça, je pense que c'est vraiment peut-être cette expérience-là qui démontre à quel point les conflits d'intérêts ne sont pas solubles dans l'éthique et qu'ils doivent être traités de manière beaucoup plus sérieuse que d'agiter j'ai envie de dire, des écrans de fumée éthiques, que ça passe par une formation, et ça on y reviendra bien évidemment, et également par une réglementation et des contrôles extrêmement stricts. Donc un chantier beaucoup plus important que celui d'une simple invocation de l'éthique et de la qualité scientifique. Alors, je vais revenir au procès. Donc, parallèlement à ces évolutions réglementaires, se sont mis en place des procédures d'indemnisation des milliers de victimes. Ces procédures, je ne vais pas y revenir, ça a été et ça reste une abomination et un immense scandale, malgré le fait qu'on ait essayé d'encadrer ça par une loi indemnitaire passée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Les victimes du Mediator subissent un ostracisme de la part du corps médical, et notamment, pas tous, hein, il n'est pas question de parler du corps médical de façon indistincte et de faire d'amalgame, les corps n'existent pas, mais des institutions et des véritables discours de déni se sont installés, ont été très largement partagés, et ont fait que les victimes se sont heurtées ces 10 dernières années à énormément d'obstacles pour faire reconnaître leurs droits, et pas seulement de la part de l'industriel mis en cause. Et je passe directement au troisième très grand développement, qui est celui donc de l'instruction pénale. Des victimes ont déposé plainte au pénal à partir de fin 2010, conduisant à l'ouverture d'une information judiciaire
puis l'ouverture d'une enquête préliminaire et finalement, courant 2011, d'une enquête d'instruction, la nomination de 3 juges d'instruction qui ont travaillé pendant plusieurs années avec les gendarmes de l'OCLAESP, l'Office de lutte contre les atteintes à la santé et à l'environnement. Donc, c'est le pôle santé du tribunal de Paris, enfin, du pôle santé de Paris, du parquet de Paris, et qui ont travaillé en menant parallèlement auditions, des demandes d'expertise et des perquisitions pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. La tenue d'un procès pénal a été annoncée très régulièrement. Elle a été repoussée pendant des années et des années, en particulier parce que on rentre là dans une logique de ce qu'on appelle la criminalité à col blanc, c'est-à-dire que une firme pharmaceutique richissime comme Servier peut se payer, contrairement aux pauvres types qui se font ramasser dans la rue, voilà, pour des délits je dirais, de banditisme habituel, peuvent payer les plus grands cabinets d'avocats pénalistes qui ont une technicité extraordinairement développée, qui sont de véritables armadas dont l'objectif est de noyer et d'asphyxier la justice, dont les moyens sont limités. Ce qui fait qu'il y a eu à peu près 6 années perdues liées à ce que j'appelle moi l'abus, bien que ce soit un abus légal, des droits de la défense, 12 recours en cours de cassation, etc., etc., etc. Alors, le procès s'est tenu. Il a débuté fin 2019. Il a duré 7 mois. Je pense que ça a été un procès extrêmement intéressant. Moi, j'ai pu y assister pratiquement en totalité. J'ai dû rentrer quand même à Brest pour assister les derniers moments d'une victime du Mediator qui est morte d'une endocardite et qui n'a pas pu attendre cette justice qu'elle espérait tant. Et le délibéré, donc il y a eu la catastrophe, bien sûr, de la pandémie qui est arrivée. On a dû s'interrompre pendant quelques semaines, mais le tribunal a travaillé et a rendu ses conclusions il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais vous en dire juste 2-3 mots, notamment sous le regard de l'indépendance. Je vais pas revenir sur la tromperie, elle est totalement validée par l'agence, par le tribunal, avec une description par le menu de cette tromperie et qui débute dès la mise sur le marché du Mediator, qui va s'aggraver puisque au départ il s'agit de faire croire à un antidiabétique, puis il s'agit de cacher et de dissimuler la toxicité de plus en plus évidente et dramatique de ce médicament. Donc c'est très impressionnant quand on voit le nombre de documents et le cynisme de ces documents retrouvés au sein de la firme Servier. Et j'en viens au deuxième prévenu, qui était en tant que personne morale renvoyée devant le tribunal correctionnel, qui est l'Agence du médicament. Donc cette agence, elle a été créée en 1993, après l'affaire du sang contaminé, pour reprendre la main sur et éviter que des scandales de ce type-là puissent survenir à l'avenir. Alors les conclusions du tribunal, c'est de condamner l'agence pour blessure et homicide involontaire. Et je dis 2-3 remarques qu'ont découvert les juges à travers les documents de l'instruction. Je lis dans le texte. Lors de la création de l'agence en 1993, l'industrie pharmaceutique souhaitait une agence à son service, ainsi qu'il résulte des écrits retrouvés au sein des laboratoires Servier. Cette philosophie, selon ces documents, était également celle de Jean-Michel Alexandre. La vision de cet éminent pharmacologue était plus industrielle qu'axée sur la qualité des soins. Par ailleurs, dans les textes en vigueur, par exemple, 4 des 19 membres du conseil scientifique de l'agence étaient des représentants de l'industrie pharmaceutique. Les représentants du SNIP, qui maintenant le LEM, assistaient au débat de la commission de l'AMM ainsi que présents lors des commissions de la nationale de pharmacovigilance. Une telle organisation a rendu l'agence dépendante des laboratoires pharmaceutiques et elle n'a pas su exercer sa fonction de gendarme sanitaire. Le tribunal évoque un véritable renversement des rôles.
En 2005, la revue Prescrire se demandait si l'agence était au service des patients ou des firmes thérapeutiques. La conclusion du tribunal est sans appel. En permanence, c'était une co-construction, comme l'a dit Glias, et une négociation entre l'industriel et l'agence, et qui se terminait invariablement en faveur de la défense des intérêts de l'industriel. Alors, parmi ces éléments, ensuite suit une critique de la pharmacovigilance, et j'en finis pour venir aux experts au sein de cette agence, qui sont donc des professeurs de médecine et de pharmacie qui ont été renvoyés également devant le tribunal correctionnel pour des délits de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et pantouflage. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, un certain nombre de ces professeurs de médecine et de pharmacie, dont il est avéré qu'ils siégeaient dans ces commissions et que par ailleurs, ils étaient consultants rémunérés par la firme Servier, notamment via une société qu'on peut considérer comme une société écran basée en Allemagne, pour dire ce qu'il se passait au sein de ces agences et pour donner des stratégies permettant, par exemple, de sauver, ce sont les termes utilisés dans ces rapports, un produit comme le Mediator. Et ces différents professeurs de médecine et de pharmacie, lors des audiences, ont toujours considéré qu'ils ne voyaient absolument pas ce qu'on leur reprochait, puisque tout le monde le savait, qu'ils ont une posture éthique qui les protège de tout dérapage et qu'ils étaient là au service, finalement, de l'innovation thérapeutique. La conclusion du tribunal a été d'en relaxer certains, non pas parce que ces faits ne sont pas établis, mais soit parce que les comptes rendus de l'agence étaient tellement indigents qu'il est impossible de caractériser le fait qu'ils soient intervenus pour l'intérêt de ces médicaments lors de ces commissions d'AMM et de CNPV. Il n'y avait aucun compte-rendu détaillé, il n'y avait aucun enregistrement et aucune façon de savoir qui faisait quoi. Ensuite, parce que ça se savait tellement que cela fait courir un délai de prescription. C'est-à-dire que quand la prise illégale d'intérêt est la norme et que tout le monde est au courant, le jour où vous vous retrouvez devant un tribunal correctionnel et que quelques années se sont écoulées, ces délits sont prescrits. Et finalement, quelques experts ont été condamnés parce qu'il n'y avait pas de prescription et parce qu'il y avait effectivement la preuve qu'ils étaient intervenus pour le Mediator à tel ou tel moment au sein d'une commission. Enfin, en ce qui concerne le délit de pantouflage, 2 experts ont été condamnés, et notamment Jean-Michel Alexandre, qui, s'il n'a jamais touché quoi que ce soit lorsqu'il était le grand pharmacologue et monsieur médicament de l'agence, certes, a toujours fermé les yeux devant toutes les alertes à partir de 1995 concernant le Mediator, toujours, alors que la structure chimique de ce médicament était évidente. Et le jour où il a quitté l'agence, il a signé pour un contrat de plus d'1 million de services quasiment inexistants avec la firme Servier. C'est ce qu'on appelle du pantouflage. Alors de tout ceci, et je m'arrête, c'est pour vous dire que ce qui me frappe, mais ce que nous avons maintenant, ces 10 dernières années, appris à comprendre, mais qui est aujourd'hui dit par le tribunal. Alors vous savez peut-être qu'il y a un appel parce que un certain nombre, pour moi, d'anomalies aussi existent dans ce verdict. Les peines retenues sont dérisoires, l'escroquerie est relaxée, je ne comprends pas pourquoi, puisque le mobile de la commercialisation du Mediator n'était pas de tuer les gens. La vie des gens n'avait pas d'importance, ce qui est autre chose, et on dissimulait la toxicité, mais c'était pour gagner de l'argent. Donc si ce n'est pas le casse du siècle, je ne sais pas très bien ce que c'est. Donc il va y avoir un deuxième procès dans 2 ans, mais les premiers très grands enseignements de ce procès et de ces condamnations sur lesquelles l'agence ne fait pas appel et pour lesquelles elle a plaidé coupable, c'est que le conflit d'intérêts était la norme au sein de l'agence et que le patron de ces agences était les industriels de la santé, du médicament et notamment les firmes pharmaceutiques françaises, au premier duquel la maison très particulière qui fonctionne pratiquement comme une secte fondée par Jacques Servier. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
pour cette présentation fort intéressante. Je vais tout de suite passer la parole au docteur Paul Schaeffer. Et puis ensuite, on fera un échange. Je pense qu'on va décaler la pause puisque, comme dans la vraie vie, on ne respecte pas le timing. Vous m'entendez bien? 5 sur 5. Vous préférez que j'enchaîne ou directement ou faire un temps d'échange avec Irène avant ma présentation? Parce que peut-être qu'il y a des réactions déjà avec tout ce que Irène a amené, mais comme vous préférez. Justement, on peut commencer par un petit temps d'échange. Paul, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions parmi déjà dans le fil info, enfin dans le fil de conversation, est-ce que vous avez des questions, ce genre des remarques à faire monter, à part c'est flippant tout ça, de la part d'un certain Julien Boutillier? Donc, vous voyez en haut, vous avez un moyen de conversation. Alors, il y a Isor Joubert qui pose des questions. Où pourrait-on trouver le compte-rendu du tribunal? J'ai qu'une copie de travail pour l'instant qui est, je crois, plus ou moins confidentielle encore. On attend le document définitif et je le transmettrai dès que j'aurai la possibilité de l'autorisation de le diffuser. Mais je pense qu'il sera assez vite disponible. Merci. Alors, question de Frédéric Chevalier. Est-ce que les mesures mises en place depuis le Mediator permettent à l'agence du médicament de fonctionner de façon plus normale, entre guillemets? Moi, je pense que oui. Et là, je ne parle pas des conflits d'intérêts en général, hein, je parle du rôle de l'agence. Je pense que cette affaire a été vraiment un séisme majeur au sein de l'agence. Et le renforcement du contrôle des conflits d'intérêts, le fait que l'agence maintenant invite très volontiers les usagers de santé, les associations de victimes pour des groupes de travail, notamment concernant la pharmacovigilance. Enfin, je pense qu'il y a des évolutions majeures au sein de l'agence, beaucoup plus qu'au sein, pour ne pas les citer, d'institutions, de sociétés savantes ou du monde hospitalo-universitaire. Au sein des agences de l'ANSM, mais c'est certainement fragile parce que bien évidemment, les industriels n'ont pas apprécié d'être expulsés de toutes les commissions. Il y a eu quand même de grands ménages de fait et des changements de posture majeurs. Et le fait que l'agence ait plaidé coupable et qu'elle ne fasse pas appel de sa condamnation, qui est maximale et qui est très dure à lire. Je sais qu'il y a eu un très grand webinaire qui a été organisé au sein de l'agence pour rendre compte du verdict, que près de 500 employés de cette agence l'ont suivi avec intérêt et que cela a été accueilli de façon en fait ouverte et non contestée, comme on le voit par exemple de manière caricaturale de la firme Servier. Merci. Je crois qu'Adrienne Barbarou a une question. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Irène. Donc, je suis Adrienne Barbarou de Nice. J'ai suivi l'affaire un petit peu de loin, en tout cas pas d'aussi près que ce que j'aurais voulu. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas eu de prison. Et je voulais savoir du coup quel était ton degré de satisfaction vis-à-vis de ce jugement.
Alors, mon degré de satisfaction, il est effectivement d'une échelle de 0 à 10, il est à 0,5. C'est-à-dire que la tromperie qui est évidente, qui est de flagrant délit, est pleinement reconnue, ainsi que sa gravité par le tribunal. Et je vous l'ai dit aussi, le jugement concernant l'agence est très intéressant. Par contre, la catastrophe, mais qui était une catastrophe qui m'avait été annoncée par des criminologues, c'est le fait qu'il y a toujours un aveuglement complet, un manque de discernement sur ce qu'est la criminalité à col blanc et le fait qu'elle doit être jugée aussi sévèrement que des crimes, je dirais, communs. Et nous avons affaire à des trafiquants de drogue, et les trafiquants de drogue, ils passent quelques années en tôle, surtout quand ils sont responsables d'une catastrophe sanitaire inouïe. Parce que la criminalité à col blanc, les dealers de drogue et leurs clients savent qu'ils sont dans le monde de l'illégalité. Et les clients des dealers savent que les drogues qu'ils vont consommer, les meth, crack et autres, sont aussi à leurs risques et périls, ce qui bien évidemment n'a jamais été le cas des consommateurs du Mediator. Et cette dissimulation complète, ce voile de respectabilité qui couvre le même type d'activité lucrative, n'est pas vu avec la même sévérité par les juges, alors que ses conséquences sont bien plus dévastatrices, je pense, au sein de notre société. Donc, j'ai souhaité que le parquet fasse appel. Les victimes ont également émis ce souhait via une tribune qui est parue dans Libération. Et le parquet lui-même, dont les réquisitions n'ont pas été suivies par le tribunal, a décidé de faire appel de la condamnation, ce qui fait qu'on va rejouer ce procès uniquement contre Servier. Donc, c'est cette question-là, à nouveau, qui va être centrale en appel dans 2 ans environ. Donc pour toi, il s'agit d'une inégalité sociale? Pour moi, il s'agit d'une justice qui, alors, je ne veux pas faire de populisme. J'ai beaucoup aimé un commentateur du Monde, d'une interview que j'ai donnée, qui est manifestement un magistrat, et qui dit que les juges, il appartient aux juges, lorsque les dégâts sont majeurs, de faire autant œuvre de juriste que de justice. Là, il y a eu œuvre de juriste. C'est intéressant, mais c'est quand même, on est quand même très loin avec cette copie de juriste d'une œuvre de justice. Et évidemment, la tentation populiste est de se dire que la justice protège les puissants. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, selon que vous serez misérable ou puissant. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je pense que c'est un petit peu comme MeToo. Il y a un changement de posture, de regard, et que c'est très compliqué à obtenir. Et peut-être, verrons-nous une évolution dans 2 ans des magistrats vis-à-vis de cette délinquance gravissime et vis-à-vis des peines à appliquer qui doivent être à la fois un message. Il ne s'agit pas de mettre les gens en tôle, on n'est pas dans la vendetta, on n'est pas dans la vengeance. Ces procès sont là pour que ce soit la société qui pose ses limites. Ce n'est pas à nous de sortir les fusils, même si quelquefois on en a un petit peu envie. Et donc, la punition, les limites doivent être des signaux extrêmement clairs envoyés à la fois aux industriels, mais à la fois aux usagers de santé et à la fois à la société tout entière. Oui. Merci beaucoup. Peut-être une avant-dernière question avant de. Oui, avant d'en enchaîner avec Paul Schaeffer. Et peut-être c'est vraiment une chose qui pourra faire vraiment le lien entre les deux présentations, question de Julien Boudier. Pendant nos études, on part du principe qu'on fait confiance aux institutions, erreur, et notamment celle du médicament. Doit-on enseigner aux futurs professionnels de santé de s'en méfier quand on voit la revue Prescrire qui a publié récemment un article déplorant les accords d'AMM faciles, entre guillemets, accordés? Moi, je crois que vraiment, la leçon principale, c'est de diversifier nos sources de connaissances, c'est de garder une méfiance essentielle, c'est-à-dire que le monde des bisounours n'existe pas, et notamment dans le domaine de la santé,
on pourrait croire que c'est un domaine sanctuarisé, que la vie humaine est sanctuarisée. Vous savez très bien que c'est totalement illusoire. Et là où il y a beaucoup d'argent à se faire et beaucoup de profits, les tentations de la transgression sont présentes. Et donc, rester dans l'inquiétude et dans la confiance, je dirais, éclairée et inquiète, c'est vraiment une posture nécessaire pour les futurs professionnels. Merci. Et, merci beaucoup de votre intervention, Irène. Merci vraiment beaucoup. Donc, comme l'évoquait, oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, je veux dire. La transition va très bien se faire avec l'intervention de Paul Schaeffer.